Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Un sentiment de victoire en Afrique du Sud après le verdict de la Cour internationale de justice. La juridiction a donné raison à la nation arc-en-ciel sur plusieurs points concernant sa plainte contre Israël. Plainte qui évoquait un génocide à Gaza. 200 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire, c'est l'enveloppe que la Banque mondiale prévoit de décaisser au profit du Sénégal. Agriculteurs, éleveurs et petits producteurs en seront entre autres les bénéficiaires. Et puis le Togo mise davantage sur les secteurs de la pêche et l'aquaculture pour renforcer son économie maritime. Cette année, le budget qui leur est consacré a été revu à la hausse. Il a été établi à 2 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord, la junte prévoit d'organiser de nouveau pourparlers de paix au Mali, un processus interne en vue de stabiliser le nord du pays. Cette information intervient alors que la junte a annoncé ce 25 janvier la fin de l'accord d'Alger avec effet immédiat. Les autorités de transition ont justifié cette décision par le changement de posture de certains groupes signataires. Elles ont également dénoncé des actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes. L'Algérie, de son côté, a déclaré avoir pris acte de cette décision. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères se dit néanmoins préoccupé de sa portée, non seulement pour le Mali, mais aussi pour toute la région. L'Afrique du Sud obtient un gain de cause auprès de la Cour internationale de justice. Le 29 décembre dernier, le pays avait saisi la plus haute juridiction de l'ONU, accusant Israël de génocide à Gaza. Un premier verdict est tombé ce 26 janvier. La CIJ a notamment ordonné à l'État hébreu de prendre, je cite, toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Un jugement salué par Pretoria qui évoque une victoire décisive. Mildred Diamond. C'est une victoire décisive pour le droit international, les droits de l'homme et dans la quête de justice pour le peuple palestinien, selon l'Afrique du Sud. Dans un discours télévisé le 26 janvier 2024, le président Cyril Ramaphosa a félicité le jugement rapide et favorable de la Cour internationale de justice contre Israël dans le conflit l'opposant à la Palestine. La plus haute juridiction des Nations Unies, basée à La Haye, a rendu une première décision le 26 janvier sur des mesures urgentes réclamées contre Israël par l'Afrique du Sud, qui l'accuse de commettre un génocide à Gaza. La Haute Cour a en effet ordonné à Israël de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. Nous saluons les mesures ordonnées par la Cour à la majorité, estimant qu'elle est parfaitement consciente de l'ampleur de la tragédie humaine qui se déroule dans la région, qu'elle est profondément préoccupée par les pertes de vie humaines et les souffrances humaines persistantes et que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque sérieusement de se détériorer davantage avant que le tribunal ne rende son jugement final. Nous attendons d'Israël en tant que démocratie autoproclamée et État respectueux de l'État de droit qu'il respecte les mesures prononcées par la Cour internationale de justice. Le verdict de la Cour internationale de justice fait suite à la plainte de 84 pages déposée le 29 décembre 2023 par l'Afrique du Sud, accusant Israël d'avoir violé la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948. En tant que Sud-Africains, nous ne serons pas des spectateurs passifs et ne verrons pas les crimes qui nous ont été infligés être perpétrés sur d'autres personnes ailleurs. Nous sommes du côté de la liberté pour tous. Nous sommes du côté de la justice. Nous sommes fermement convaincus qu'à la suite de ce jugement, il devrait désormais y avoir un effort plus concerté en faveur d'un cessez-le-feu et que des négociations devraient commencer sur une solution permanente à 2 États. La démarche de l'Afrique du Sud témoigne de l'engagement continu de l'Afrique en faveur de la paix et la sécurité internationale. Dans l'actualité également, la justice kenyane s'oppose à l'envoi de policiers en Haïti. Ce 26 janvier, la Haute Cour de Nairobi a jugé ce déploiement inconstitutionnel, illégal et invalide. La juridiction a donné raison à l'opposant Ekuru Aukot.
Le leader du parti Third Way Alliance, qui avait déposé le 6 octobre 2023 une pétition contre ce déploiement. Un véritable revers pour le président William Ruto, qui avait qualifié ce projet de mission pour l'humanité. L'opération consistait à déployer 1 millier de policiers kenyans à Port-au-Prince, secoués par la violence des gangs. Les Nations Unies rapportent qu'entre octobre 2022 et juin 2023, près de 2800 meurtres ont été enregistrés. Notons par ailleurs que le gouvernement prévoit de faire appel de cette décision de justice. Nelson Chamisa claque la porte de son parti au Zimbabwe. Le chef de l'opposition a annoncé ce 25 janvier sa démission de la coalition des citoyens pour le changement. La CCC qui, selon lui, a été contaminée, abâtardie et détournée par le parti au pouvoir. Son départ interroge quant à son avenir en politique. Les explications de Nathalie Mou. Après plusieurs mois de tensions internes, le président du principal parti d'opposition du Zimbabwe, la Coalition citoyenne pour le changement CCC, a officiellement annoncé sa démission avec effet immédiat le 25 janvier 2024. Dans un communiqué de 14 pages, le désormais ex-chef de file de l'opposition zimbabwéenne a expliqué sa décision. Il a notamment dénoncé des actes de sabotage dirigés contre son ex-formation politique depuis la période électorale de 2023, à l'issue de laquelle il a perdu l'élection présidentielle face au chef de l'État Emmerson Mnangagwa. This is all symptomatic of the troubling political and economic conditions. Tout cela est symptomatique de la situation politique et économique troublante du Zimbabwe. Le parti a été balayé et la faute en revient à la fois au parti politique d'opposition lui-même et au régime au pouvoir qui fait pencher le paysage politique, économique et électoral contre l'opposition politique du pays. Economic and electoral landscape against the political opposition in the country. L'autorité de Nelson Chamisa à la tête de la CCC n'a cessé de s'effriter depuis l'apparition sur la scène politique de Songeso Tchabangu. Déclaré inconnu par Nelson Chamisa, il se présente pourtant comme le secrétaire général par intérim du parti de l'opposition. Depuis son arrivée, la formation politique a perdu 33 sièges sur 104 remportés lors des législatives d'août 2023, fragilisant ainsi le pouvoir politique du leader de la CCC. It was not fair for CCC itself to organize its power. Il n'était pas juste que la CCC elle-même organise son pouvoir, son contrôle, tous ces systèmes et structures autour d'un individu et non d'une organisation. Cela a donné au parti au pouvoir l'occasion de détruire ses fondamentaux. To destroy this arrangement, this organization called CCC. Nelson Chamisa accuse le Parlement, la Commission électorale du Zimbabwe, le ministère du gouvernement local et les tribunaux d'avoir favorisé et entretenu le climat de tension au sein de la CCC, un parti d'opposition créé par lui-même le 24 janvier 2022 sur les cendres du mouvement pour le changement démocratique. Rappelons que le 19 janvier 2024, Nelson Chamisa a refusé de faire partie du programme national de réforme électorale. Selon lui, le paysage politique zimbabwéen nécessite de profondes réformes pour garantir un environnement sain lors des prochaines échéances électorales prévues en 2028. La Banque mondiale soutient la résilience des systèmes alimentaires au Sénégal. Le pays va bénéficier d'une enveloppe de 200 millions de dollars décaissée par l'Association internationale de développement. Un financement qui permettra de soutenir quelques 600 000 personnes, dont des micro-entrepreneurs agricoles. Objectif affiché, renforcer l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Les détails avec Ameneji. 200 millions de dollars de financement a été accordé par la Banque mondiale au Sénégal dans le cadre de l'appui à la troisième phase du programme de résilience des systèmes alimentaires. Il vise à renforcer le niveau de préparation face à l'insécurité alimentaire via des services de conseil numériques qui renforcent l'efficacité de l'agriculture, la prévention et la gestion des crises alimentaires. Bien que le pays ait connu une croissance très importante ces dernières années, l'agriculture a du mal à suivre alors qu'il existe un potentiel extrêmement important qui permettrait au Sénégal d'être non seulement autosuffisant dans le domaine alimentaire, mais mieux devenir un pays exportateur de produits alimentaires dans la sous-région. Environ 600 000 agriculteurs, éleveurs, petits producteurs, transformateurs et micro-entrepreneurs agricoles, toutes catégories confondues, bénéficieront directement de ce nouveau programme, dont 40% de femmes. Un des aspects aussi intéressants de l'économie sénégalaise en matière agricole, c'est ce qu'on appelle le financement intégré. C'est-à-dire que les agriculteurs ont énormément de problèmes pour pouvoir bénéficier
de financement. Et la Caisse nationale du crédit agricole sénégalais, depuis 2014, a mis en place un programme, une sorte de programme de troc. C'est-à-dire, en échange d'un financement de la part de cette institution, les agriculteurs s'engagent à fournir l'équivalent du prêt en produits agricoles qui est garanti et stocké dans des endroits clairement définis. Et ensuite, ce sont les transformateurs qui vont pouvoir bénéficier de ces produits en priorité. Et ainsi, on crée une chaîne de valeur qui crée de la richesse et qui crée des emplois. Selon un rapport global de 2021 sur les crises alimentaires, le nombre de personnes en situation d'insécurité dans le monde a augmenté de 20 millions en 2020. L'insécurité alimentaire sévère touche à présent 155 millions de personnes à travers 55 pays. Le programme de résilience des systèmes alimentaires, comprenant plusieurs phases, a été lancé en 2021 afin d'aider à lutter contre cette crise en Afrique de l'Ouest. Au Togo, les autorités entendent développer davantage les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Le gouvernement prévoit cette année de leur consacrer un budget de 2 milliards de francs CFA, un budget revu à la hausse par rapport à celui de 2023, et ce en vue de donner un nouveau dynamisme à la production halieutique. Samantha Saberou-Saboubanga. Pour booster son économie, le Togo a décidé de miser sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture. À cet effet, le gouvernement togolais a alloué 2 milliards de francs CFA à ce secteur contre 1,1 milliard en 2023, soit près de 70% du budget du ministère de l'économie maritime qui s'élève à 3,1 milliards de francs CFA. Nous avons affaire à une gestion de l'économie, une gouvernance de bout de ficelle. Parce qu'une économie qui se respecte et à travers un ministère qu'on dit important, ministère de l'économie maritime, ce ministère avait un budget de 1 milliard en 2023 et en 2024, on lui donne 3 milliards. Mais qu'est-ce qu'un ministère peut faire avec 3 milliards de francs CFA? C'est incroyable. C'est une somme ridicule. 3 milliards de francs CFA, ça fait 4,5 millions d'euros seulement. Et comment on peut développer un secteur avec le secteur de la pêche et de l'aquaculture avec une somme aussi ridicule? Cette révision à la hausse du budget alloué à ce secteur devrait permettre de financer le projet de développement de l'aquaculture au Togo qui est dans sa phase de réalisation depuis 2022. Une partie de cette enveloppe sera également dédiée au financement de diverses initiatives visant l'augmentation de la production halieutique. Dans cette dynamique, l'accent sera mis sur l'insertion des jeunes issus des centres de formation d'aquaculture. Ouais, le problème du Togo, c'est toujours cela. On fait des annonces et on fait croire qu'on travaille et parce qu'on a augmenté des sommes ridicules de quelques pourcentages et on en est fier, on fait tout un tam-tam là-dessus. Bon, je ne pense même pas que cette somme doit satisfaire ceux qui sont dans ce secteur. Notons qu'au Togo, le secteur de la pêche emploie plus de 20 000 personnes et contribue à près de 4,5% du PIB du pays, selon les dernières données du ministère de l'économie maritime. De 2020 à 2022, la production est passée à 730 tonnes à 1151 tonnes, soit une augmentation de 57%. La pêche artisanale, quant à elle, connaît également une embellie depuis 2 ans. En 2022, la quantité de poissons capturés s'est établie à 6,6 millions de kilogrammes, soit une hausse de 50%. Bonne nouvelle pour l'administration douanière camerounaise. Pour le compte de l'année 2023, la Direction générale des douanes a collecté un peu plus de 1000 milliards de francs CFA de recettes. Une véritable performance puisque ce score dépasse l'objectif initial fixé à 973,7 milliards de francs CFA. De quoi célébrer la journée internationale de la douane avec entrain. Séverin Douque. En 2023, les douanes camerounaises ont collecté 1019,8 milliards de francs CFA sur un objectif initial de 973,7 milliards de francs CFA avec une contribution de plus de 60% sur l'enveloppe globale par le secteur littoral dans la capitale économique. Une performance qui témoigne de la qualité des réformes entreprises par les autorités camerounaises en matière de collection des recettes dans un contexte difficile marqué notamment par la résilience face aux chocs multiples auxquels fait face l'économie mondiale. Je suis particulièrement satisfait de leur performance. Le directeur général de la douane vous l'a dit, pour la première fois, la douane en 2003
en 2023, a franchi le seuil symbolique de 1000 milliards de francs CFA de recettes recouvrées. En ces temps de difficultés, en ces temps où nous avons besoin de toutes les ressources publiques, ces performances de la douane qui sont à saluer. À l'heure où le corps de la douane célèbre sa journée internationale, le ministre des Finances salue une institution au cœur de la sécurité des personnes, des consommateurs et des commerçants grâce à son rôle de barrière et de frein à la prolifération des produits dangereux et prohibés sur le territoire camerounais. En 2023, la douane camerounaise a saisi plus de 800 uniformes à usage militaire ainsi que plus de 540 véhicules de contrebande, 9350 cartouches et munitions de guerre, 30 sacs d'alumine servant de précurseurs chimiques à la fabrication d'engins explosifs improvisés, mais aussi 194 000 comprimés de tramadol, 1,2 kg de cocaïne ainsi que 300 tonnes de médicaments issus de la contrefaçon et de la contrebande. On a tendance souvent à oublier le rôle important que joue la douane dans la sécurisation du territoire national. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a un certain nombre de saisies qui sont faites par les agents de la douane, que ce soit des choses prohibées comme des armes, que ce soit des choses un peu qui peuvent nuire à la santé, comme la drogue, comme des faux médicaments, que ce soit des choses qui ont une incidence sur l'économie, par exemple des faux vins, beaucoup de choses qui peuvent nuire justement à la santé des entreprises, etc., etc. Selon les perspectives de l'administration douanière du Cameroun, les recettes douanières globales attendues en 2024 sont estimées à environ 1079,9 milliards de francs CFA, une hausse de 10% par rapport aux prévisions de l'année 2023. Un mot de sport pour finir avec les huitièmes de finale de la CAN. 2 matchs sont au programme de ce dimanche 28 janvier. Dans un premier temps, la Guinée équatoriale affronte la Guinée. Vient ensuite la rencontre Égypte-République démocratique du Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.